RMC, After Afrique. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Afrique, notre podcast 100% football africain, 2 fois par mois, des invités, des débats, des infos qui vont nous emmener vers l'événement de l'année, la CAN 2025 qui débute le 21 décembre au Maroc et on y sera bien sûr avec nous, comme à chaque épisode, Hamza Ramani. Salut Hamza. Salut Nico, salut à tous. Cette semaine, au menu de l'After Afrique, cette question, assiste-t-on enfin au réveil de l'Afrique de l'Est, absent du palmarès de la CAN, toujours dominé par ses voisins du Nord, de l'Ouest, du Sud. Le CHAN 2025 vient de s'y achever. Kenya, Ouganda, Tanzanie, 3 pays. Il avait valeur de préparation à la CAN 2027 dans ces 3 nations. On en parle dans un instant avec nos 2 invités dont l'un a vécu le CHAN et a commenté toute la compétition. On reviendra également sur la petite vague des binationaux qui ont choisi le pays de leurs parents. Lafont avec la Côte d'Ivoire, Nella Inaoui avec le Maroc, Ismaël Garbi avec la Tunisie. Est-ce un signe de plus de l'affirmation des sélections africaines? Peuvent-ils s'imposer dans leur sélection? Est-ce des choix opportunistes? On va en débattre dans la deuxième partie de l'After Afrique. Et puis en fin de podcast, les infos foot africains. Avec toi Hamza, de quoi tu nous parles cette semaine? Oui, on va se focaliser sur le mercato, les derniers jours, les dernières heures de mercato qui auront été très actives pour certains joueurs africains. Et puis on terminera par les chocs et les gros matchs des éliminatoires. Ce sera cette semaine. Vous écoutez l'After Afrique, c'est parti. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Alors allons-nous vivre le réveil de l'Afrique de l'Est. Je parle de football bien sûr, pour en parler deux fins connaisseurs de la région. Julien Metz, grand ami de l'After, ex-sélectionneur de Djibouti, ex-coach du rayon de sport au Rwanda notamment, est avec nous. Salut Julien. Salut Nico, salut Hamza. Heureux de t'accueillir. Franck Simon est également avec nous, journaliste indépendant qui collabore avec RFI, Canal Plus Afrique, qui a commenté le CHAN, remporté par le Maroc dans une finale dingue, 3-2 face à Madagascar. C'était à Nairobi au Kenya. Salut Franck. Salut Nicolas, bonjour à tous. Et puis Slim Ben Othman est avec nous également, qu'on a eu la chance de rencontrer en Tunisie, ancien joueur professionnel. Il est passé par Orléans, Slim notamment. Et Angers. Et Angers. Merci d'être avec nous. On parlera surtout avec toi en deuxième partie des binationaux, d'Ismaël Garbi notamment. Tu as été pendant 4 ans un peu plus directeur sportif de la fédération tunisienne de football, mais tu peux te mêler au débat également sur l'Afrique de l'Est. Tu connais un peu l'Afrique de l'Est? Oui. Tu y es allé quelques fois? Bien sûr, durant les éliminatoires. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On est heureux de t'accueillir dans ce podcast After Afrique. Alors, c'est donc, Franck, dans ces 3 pays que se jouera la CAN 2027. Je rappelle, finale de dingue, 3-2, affiche inédite, stade plein, 5 buts marqués, victoire du Maroc qui était le grand favori en l'absence de l'Égypte. On va en parler avec Hamza notamment de la formule, de la pertinence de cette compétition, le CHAN. Raconte-nous, toi qui as commenté beaucoup de matchs, qu'est-ce que tu en retiens de cette compétition? J'en retiens des moments comme celui que tu viens de décrire, c'est-à-dire une finale exceptionnelle, sans doute la meilleure finale qu'on ait eu à vivre, parce que c'est une finale où on avait les 2 pays qui se rendaient coup pour coup. Madagascar dans la continuité du CHAN en Algérie il y a 2 ans et demi, où ils avaient terminé sur le podium, et puis ce Maroc qui avait manqué la précédente, qui était qualifié, mais bon, on va pas revenir sur les circonstances qui ont fait qu'ils ne s'étaient pas présentés. Toujours est-il que les joueurs venus de la Botola ont fait un parcours assez sérieux, parfois séduisant, parfois un peu moins. Mais on a eu des matchs intéressants. Il y a eu quelques matchs franchement très ennuyeux. Moi, j'ai eu la chance. Dans toutes les compétitions. Ouais, non, mais c'est propre aussi au CHAN. Il y a des équipes qui calculent un peu, qui se lâchent pas trop. C'était pas le cas justement de Madagascar. Et à l'arrivée, on a eu quand même pas mal de buts. On a eu des garçons qui ont émergé. Je pense à la pépite sénégalaise qu'on a vu émerger dans ce tournoi. Mais voilà, on a envie de les revoir maintenant dans les compétitions interclubs. Moi, c'est aussi pour ça, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'aime cette compétition, parce que ça nous permet de voir, avant qu'ils ne voyagent, qu'ils ne soient transférés, des garçons qu'on a vus aussi dans les compétitions interclubs, Coupe de la Confédération africaine, Ligue des Champions. En Algérie, je me souviens, j'avais emmerdé Julien parce qu'il avait beaucoup de joueurs qu'il avait connus, qu'il avait en fait à Oto, dans son club congolais. Et moi, je commentais le groupe du Congo. Donc forcément, je l'avais beaucoup sollicité et il m'avait donné plein d'infos sur eux. Et c'est des garçons qu'on s'attend, ou pas d'ailleurs, à retrouver après derrière s'ils ont été suffisamment bons, s'ils ont tapé dans l'œil des recruteurs. Le CHAN, je le rappelle, qui n'est joué que par des joueurs qui évoluent dans leur propre championnat national, sans contrainte d'âge. Julien, quelle valeur il faut accorder au CHAN qui souffre encore de visibilité, de notoriété?
Ouais, c'est vrai que vu de France et même d'Europe, c'est une compétition qui est particulière, qui est propre à l'Afrique et qui en plus est assez récente, puisque je crois que c'est la première édition, c'est 2008. 2009, 2009 okay. mon cher Julien. D'accord, donc j'ai confondu, il y a eu 8 éditions, c'est pour ça que j'ai confondu le 8. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu folklorique, mais il y a quand même un sens dû au fait que quand on regarde la CAN, on a parfois des équipes qui ont 100% des joueurs de leur sélection qui jouent à l'étranger. Et si on parle de binationaux, on a parfois des équipes qui ont 75%, 80% de binationaux dans leur équipe CAN. Donc du coup, moi je sais que dans les pays où j'ai pu en discuter en Afrique, le CHAN, parce qu'on dit plutôt le CHAN, c'est assez populaire justement par rapport à ça. Ça permet de voir éclore les talents locaux et nationaux. Je pense que Franck me rejoindra là-dessus sur les échos qu'il a pu avoir depuis le continent. Maintenant, quelle valeur apporter ? Je pense que ça montre bien quels sont les meilleurs championnats, puisque le Maroc est celui qui a le plus gagné, je crois, 3 fois. L'absence de l'Égypte, moi, je ne me l'explique pas, c'est peut-être des choix politiques, parce que logiquement, eux, ça serait toujours le favori. Ouais, mais ça permet de voir aussi quels sont les championnats qui bossent bien et où on met en avant le football local, quoi. Slim, quel est ton regard, toi, qui a bossé plus de 4 ans à la Fédération tunisienne de football? Quelle place avait au sein de la Fédération cette compétition? Nous, à un moment donné, on a un peu laissé de côté cette compétition parce qu'elle est intervenue dans un timing trop juste, dans le sens où on a privilégié la Coupe arabe il y a 4 ans. Mais cette année, il y a eu une grosse réflexion en Tunisie par rapport à la participation à cette compétition, mais malheureusement, elle devait se faire, je pense, au mois de février au début. Elle a été repoussée à cause Donc, malheureusement, la Tunisie a fait le choix de ne pas la faire, justement parce que le calendrier il était trop chargé. Mais je pense qu'au final, on aurait dû y participer, surtout avec ce timing-là, parce que là, on se retrouve à avoir une équipe nationale à prime. On doit trouver des matchs pour jouer et pour préparer la Coupe arabe qui va se faire au mois de décembre. Donc, cette équipe-là aurait pu très bien préparer la Coupe arabe avec cette CHAN et justement donner la chance aux jeunes pépites, aux joueurs locaux de faire leurs preuves dans cette compétition qui, malheureusement, je partage ton avis, a du mal à avoir cette notoriété. Précisons, Hamza, on parle de pépites notamment, qu'on peut voir surgir cette compétition, le CHAN, mais l'histoire récente, c'était la 8e édition, ne regorge pas de talents qui ensuite sont exportés dans les plus grands clubs européens notamment. Quoi. Quel est le but du CHAN? Est-ce l'exportation vers les grands championnats européens? Et là, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Si on parle aujourd'hui des joueurs connus, on a Naïef Aguerd qui s'était révélé, qui était parti du côté de Dijon, il y avait Yves Bissouma aussi, mais c'est vrai que les joueurs qui parviennent à éclore, ou Lamine Camara sur le Ayoub El Kaabi par exemple. Mais Ayoub El Kaabi, lui, est parti en Chine. Lorsqu'il explose et qu'il fait son CHAN exceptionnel. Non, il part en Turquie. Non, mais avant, il fait la Chine. Après, il revient au Maroc, il va à Thaïsport. Et celle de 2021, après il part en Turquie. Oui, mais moi je parle de celle de l'explosion où juste après il fait la Coupe du Monde en Russie, notamment convoquée par Hervé Renard. Donc c'est vrai que cette compétition, je trouve c'est plutôt une compétition qui peut permettre dans un premier temps de franchir un premier palier, de s'exporter dans les grands championnats africains ou sinon dans des pays intermédiaires de seconde zone en Europe ou pourquoi pas toucher l'Asie. Parce qu'aujourd'hui il y a plus de visibilité sur les CAN U17 et les CAN U20 que sur la CHAN. Donc je pense que c'est plus une opportunité pour les joueurs jouant dans les catégories de championnat un peu en dessous pour avoir cette visibilité. Franck. Après, pour les fédérations, il y a... Désolé, il y a plus de 3 millions de dollars, je crois, pour le vainqueur, 200 000 pour le dernier. Il y a des fédérations qui ne cracheraient pas dessus. Ouais. Puis ça compte aussi pour le classement FIFA. Absolument, les matchs sont comptabilisés par la FIFA. Non, mais pour être complet, parce que là, on a évoqué 2 choses qu'on a survolées. On a évoqué le cas de la Tunisie qui ne s'est pas inscrite. Ce qui explique que le Maroc, dans la région nord-africaine, dans l'UNAF, la zone dont il dépend, il n'y avait personne. Il n'y avait personne donc ils sont qualifiés sans jouer. L'Égypte a été repêchée. Pourquoi ? L'Algérie a été pêchée, pourquoi dans les éliminatoires pour faire les barrages? Parce qu'il y avait effectivement un problème de formule. On va y revenir tout à l'heure. Et de fait, on les a repêchés, on leur a demandé de jouer. L'Algérie ne voulait pas y aller, finalement ils sont allés.
et ils ont plutôt bien fait. L'Égypte, elle, carrément, elle a montré qu'elle traînait les pattes puisqu'elle a envoyé une équipe de joueurs de 2e division qui jouait l'Afrique du Sud. Alors vous pouvez imaginer que l'Afrique du Sud, avec de bons éléments, les a tréflés. Il n'y a pas eu de souci et ils se sont fait éliminer les Pharaons. Ils en avaient absolument rien à faire. Pour la première fois, on les avait. Moi, j'espérais un petit peu qu'ils auraient envie de quelque chose, mais non. Ils ont nommé un sélectionneur, mais enfin, il était là juste pour 2 matchs. Bon, en tout cas, vas-y, Hamza. Non, parce qu'on rappelle justement, on parle de la méthode de qualification. On rappelle qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football, elle est divisée en sous-continents. On parlait de l'UNAF. En sous-région, oui. En sous-région. Il y en a 5. De l'UNAF pour l'Afrique du Nord, il y a la COSAFA pour l'Afrique du Sud, etc., etc. Et toutes ces sous-régions n'ont pas le même nombre de pays. Il y a 5 pays, par exemple, pour l'Afrique du Nord. Je crois qu'il y en a 12 pour la région COSAFA, où il y a l'Afrique du Sud, il y a Madagascar également, tous ces pays-là. La Zambie, Ce qui veut dire que sur la qualification, comment se qualifier pour un championnat d'Afrique des Nations, la Confédération africaine donne 3 places à chacune de ces sous-régions. Sauf que quand il y a 5 pays en Afrique du Nord, que l'Égypte n'a jamais disputé le CHAN, que l'Algérie ne voulait pas y aller, que la Tunisie n'y est pas allée, que la Libye aussi n'y est pas allée, parce qu'ils sont 5, il n'y a que le Maroc qui y est. En fait, il reste des qualifiés par défaut. Et c'est aussi justement mon interrogation aujourd'hui sur ce championnat d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur le niveau d'un championnat, par exemple le championnat malgache, puisqu'on parle d'une demi-finale il y a 2 ans et d'une finale. Le championnat sénégalais, c'est la même chose. Ils gagnent le CHAN il y a 2 ans et ils sont aujourd'hui demi-finalistes. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion sur le niveau des championnats à partir de ce que l'on voit du championnat d'Afrique des Nations ? L'un des meilleurs championnats, en l'occurrence le championnat marocain, a gagné ce CHAN. Ouais, ça souffre le favori est aucune contestation. Voilà. C'est vrai. Non, mais tu as raison sur le cas des Malgaches où quand on s'intéresse un petit peu, ça a été mon cas, quand on s'intéresse à la compétition nationale malgache, tu te dis, ils n'ont pas eu beaucoup de matchs à disputer, mais on a mis les moyens pour qu'ils puissent justement arriver dans les meilleures conditions. Ils ont fait le tournoi de la COSAFA, par exemple, en juin. Ça leur a donné un certain nombre de matchs supplémentaires. Les Marocains, ils étaient rincés. Les joueurs de Berkane, qui étaient l'ossature du Maroc, ils étaient très fatigués, mais pour autant, eh bien, ils ont tout donné. Bon, puis ça a donné ce parcours-là. La valeur, c'est aussi l'émotion de compétition. Et quand tu vois la joie des Marocains vainqueurs du Madagascar, des Malgaches. Et les images de l'IS accueillis après Antananarive. C'est peut-être footballistiquement le plus grand moment de l'histoire de Madagascar. Je sais pas si non, t'as raison. Ça a été. Surtout le Maroc, ils ont fait en sorte de commencer le championnat après cette compétition-là. Donc le championnat marocain, c'était étudié pour. Tu as raison. Il va débuter après la date FIFA. Ça passe bien Maroc, hein. Ça passe bien. Hein. Ça bosse très très bien. De mieux en mieux. Super bien. On en parlera bien sûr du Maroc dans le podcast After Afrique. Donc on avait cette compétition organisée, Ouganda, Kenya, Tanzanie, qui ont fait plutôt une bonne compétition, sortis en quart de finale. Certains auraient pu espérer plus. La Tanzanie, par exemple, on va parler du championnat tanzanien dans un instant. Ce qui nous réunit, c'est également l'Afrique de l'Est, bien sûr, dans lequel on peut inclure le Soudan du Sud, pays émergent dans le football également. Et le Soudan. Le Rwanda aussi. Le Burundi. Il y a 12 pays. 12 pays. Dans la CECAFA. On considère que Madagascar est Afrique de l'Est ou pas ? Non, absolument pas. Ils sont rattachés effectivement à l'Afrique australe, donc la COSAFA. D'accord. Mais on a la Somalie, on a l'Érythrée qui ne joue pas. Djibouti, la Zanzibar, bien sûr. Zanzibar, ça parle mieux aux Français, c'est sûr. Ouais. Zanzibar n'apparaît en fait qu'une seule fois dans le calendrier, c'est quand on a la Coupe d'Afrique de l'Est des Nations. Et donc dans ce cas-là, Tanzanie présente une équipe, ce qu'ils appellent mainland, c'est-à-dire une équipe de joueurs continentaux. Et puis Zanzibar, qui est la partie insulaire de la Tanzanie, présente une équipe. Ce qui était rigolo, c'est que les meilleurs joueurs de l'équipe de Tanzanie au CHAN sont des petits gars issus de Zanzibar. D'accord. Voilà. Les joueurs les plus techniques, c'est des gars de Zanzibar. Et regarde bien, ils ont joué sous 3 maillots. L'équipe nationale A, l'équipe du CHAN et également l'équipe de Zanzibar quand se fait la CECAFA. C'est dingue quand même, c'est un cas unique. C'est un cas unique. Tiens, un mot avant qu'on parle de l'Afrique de l'Est, surtout sur l'organisation de ce CHAN. Franck, dans 2 ans, un peu plus de 2 ans, ces 3 pays organiseront également la CAN 2027. Ce sera un immense événement pour la région. Bien sûr, est-ce que tu as le sentiment que ces 3 pays sont prêts à accueillir la plus grande compétition du football africain ? Alors, globalement, mais je pense que vous en avez parlé déjà tout récemment lors d'un podcast précédent, les pays ont fait l'essentiel pour être prêts pour ce type de tournoi. Mais oui, pour le CHAN. Mais là, c'est une autre dimension, ne serait-ce que sur le plan médiatique. Il y a quand même eu des ratés, et notamment du côté kényan. Je crois que Samzak en avait parlé quand il y a eu les débordements de supporters au stade Kasarani de Nairobi, l'un des 2 stades de la capitale kenyane. Et il va falloir remédier à ça. Voilà, parce que les Kenyans, ils étaient tellement en liesse, tellement heureux d'accueillir enfin un tournoi. Ils l'attendaient depuis tellement d'années.
ils ont fait un peu du n'importe quoi, ils ont forcé les portes, il y a eu de gros soucis, et donc naturellement, ils ont été punis. Mais pour ce qui est de l'Ouganda et de la Tanzanie, on peut considérer que ça va rouler, quoi. Voilà, ce sont des pays qui sont en plus, la Tanzanie et le Kenya, qui sont habitués à accueillir de fortes populations. C'est des pays touristiques, ne l'oublions pas avant tout. Zanzibar aussi, je ne sais pas si le stade Aman de Zanzibar City sera retenu. Mais bon. Il est petit, il fait 15-20 000. Ouais, mais enfin, ils ont accueilli une finale africaine. Ou la finale de Coupe de CAF, non? Ouais, Simba contre Berkane, justement. Ça aussi, c'est un autre débat, mais bizarre. La Tanzanie, ça progresse très très rapidement. Hein. Et même le championnat, en fait, il y a beaucoup de moyens. On est d'accord pour dire que c'est le meilleur championnat Afrique de l'Est? Ouais, largement. Ah oui, largement. Là, par exemple, sur le dernier mercato, il y a un joueur tunisien qui a signé en Tanzanie. C'est une première. Donc maintenant, les clubs... Mais ils prennent des Européens. Oui, ils signent des joueurs européens. Exactement. Il y a 2 ans, il y avait un attaquant européen, je ne sais plus s'il était serbe ou quoi, qui avait signé à Simba, etc. Ils prennent des joueurs, effectivement, il y a un gardien marocain qui avait signé à Simba. Ils ont des moyens extraordinaires. Après, tout n'est pas parfait, mais ils savent convaincre les joueurs en leur proposant des contrats plutôt bien ficelés. Après, ils ne restent pas forcément, les gars. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Tanzanie 2 fois. Franchement, c'est un pays qui est très beau et ça se voit que les gens ils travaillent bien et ils veulent progresser. Donc, il faut préciser, Julien, qu'il y a 2 très gros clubs en Tanzanie, historiques, qui se sont partagés déjà 48 titres de champions, Simba et Yanga. Simba l'a déjà cité Franck à l'instant. 2 locomotives pour le football, non seulement tanzanien, mais d'Afrique de l'Est. Pourquoi? Comme souvent en Afrique, parce qu'il y a des mécènes qui mettent beaucoup d'argent, qui l'ont décidé. Et il y a un 3e club qui est en train d'arriver, l'Azam, exactement, avec des moyens aussi financiers. Qui a pris Florent Ibenge il y a quelques semaines. Julien. Voilà. Oui, sur l'Afrique de l'Est, écoute, j'ai bien connu puisque donc j'ai été sélectionneur de Djibouti. Les pays, hein. Je les ai tous faits, oui. Bon, je suis pas allé dans ceux qui sont en guerre, mais bon, c'est une zone aussi. Voilà, il y a des pays en guerre civile, Somalie, Soudan, l'Érythrée, c'est pas, ils sont même plus maintenant, ils participent plus aux compétitions, donc c'est aussi une zone de turbulence, on va dire, sur le plan politique, géopolitique. Donc c'est à prendre en compte. Et puis des pays, voilà, en grande difficulté économique aussi, comme le Burundi, le Sud-Soudan, donc c'est à prendre en compte parce que le football est tributaire aussi de tout ça. Mais oui, j'ai pu, soit j'ai joué contre eux, soit j'y ai joué en Éthiopie, t'as fait un tournoi, il me semble que tu as fait une CECAFA avec J'ai fait une CECAFA en Ouganda, 17, ouais. Ça nous a permis de jouer le Burundi, l'Érythrée, l'Ouganda, la Somalie, et puis j'ai affronté l'Éthiopie, le Kenya, je les ai tous... Voilà, et puis j'ai joué à Al-Merir aussi, un des plus grands clubs du Soudan, historique aussi d'Afrique, en tour préliminaire de Ligue des Champions. Tu connais bien la région. Est-ce qu'on souffre d'un complexe par rapport à l'Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, notamment en Afrique de l'Est? Je rappelle que l'Afrique de l'Est n'a rien à son palmarès, hein. Aucune canne. Si, il y a 2 cannes, hein, l'Éthiopie et le Soudan. Ah oui, bien sûr. Il y a longtemps. Le Soudan en 70 et l'Éthiopie en 62. Ah ça remonte. Mais ce qui rehausse, je trouve, un petit peu ces succès, en tout cas pour le cas du Soudan en 70, c'est que tu avais un format très ramassé. Tu avais le top 8 africain. Aujourd'hui, on qualifie la moitié des pays qui sont inscrits à la 24. Confédération africaine. C'est pas la même chose. Donc le Soudan, ça a été l'apogée de ce football-là. Et puis ensuite, le soufflet est vraiment retombé. Après, il n'y a aucune participation en Coupe du Monde. Donc c'est vrai que pour nous, Européens ou Français, c'est des pays qu'on ne voit pas. Il faut vraiment s'y intéresser. C'est bien ce que tu dis, c'est l'absence d'intérêt et notamment des clubs pour français. Ils n'ont pas du tout d'intérêt pour ce football-là. C'est des pays dans leurs équipes nationales, Cannes ou quand ils font les éliminatoires, qui brillent par l'absence ou la petite minorité de binationaux ou de joueurs évoluant en Europe, quoi. Des pays comme la Tanzanie, avec quasiment que des joueurs dans le championnat tanzanien, arrivent à battre la Guinée. Donc pour nous, ça paraît incroyable. La Guinée de Guirassy, ils les ont battus. L'Ouganda les a battus aussi. Donc, vous voyez, c'est des marqueurs assez intéressants qui montrent un peu que le modèle un peu Afrique francophone, où on repose beaucoup sur des binationaux, est peut-être en train de décliner, et que ce modèle d'Afrique de l'Est, auquel on peut incorporer aussi la COSAFA avec des pays comme le Mozambique ou l'Afrique du Sud, hein, évidemment, des modèles plus basés sur le développement des joueurs locaux, la formation, et puis des gros championnats, c'est en train de monter, quoi. Là, les 4 pays de l'Afrique de l'Est sont sortis de la poule du CHAN. C'était jamais arrivé, en fait, dans toutes les compétitions. Il n'y avait eu qu'un seul pays par compète, CHAN, qui était sorti. Donc là, ils ont fait 4 sur 4, donc ça marque quand même une grosse évolution. Ça a aidé pour je dirais,
l'ambiance générale et l'intérêt du tournoi, le fait qu'ils soient allés... le fait de jouer à domicile, ça aide énormément. Alors comment on l'explique, les gars, que ces pays de cette région précise-là n'arrivent pas à performer, à concurrencer les très grosses sélections tunisiennes, marocaines, sénégalaises, ivoiriennes, bien sûr, égyptiennes, évidemment. Où situe le retard, en réalité? Est-ce qu'il est culturel? Est-ce qu'il est économique? Julien, tu viens de l'évoquer. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là, par exemple. Est-ce que, Franck, toi, tu as une raison principale? Il y aurait plusieurs raisons. Ça serait c'est un combo, j'ai envie de dire. C'est culturel. Est-ce que la place du foot est très importante, très haute Aujourd'hui, elle l'est de plus en plus. Dans un pays comme le Kenya, où j'ai bien connu dans une autre vie personnelle, le Kenya, c'est d'abord le pays des coureurs de demi-fond. Hein. Et donc, longtemps, c'était les coureurs à pied qu'on mettait sur les terrains de foot, et ça se voyait, ça se ressentait, et ils se faisaient bananer par tout le monde. Hein. Je veux dire, ils venaient jouer en Tunisie, ils venaient jouer en Algérie, au Maroc. On a connu un sprinter en Ligue 1, Denis Solièche. Hein. Ouais, exactement. Voilà, non, mais c'est ce type de joueur-là, quoi, que le Kenya avait à offrir. La Tanzanie avait une réputation de faire de beaux joueurs de football. L'Ouganda aussi, mais il a fallu un petit peu de temps. Au Kenya, en Tanzanie, ça a été beaucoup des instruments politiques, le football. Et c'était extrêmement désorganisé au niveau du championnat. Alors, ils performaient au niveau de la sous-région, ce que tu disais, hein, mais après, c'était un petit peu plus compliqué. Et depuis quelques années, enfin, ils sont en train de reprendre leur place légitime dans le concert africain. Ça prend du temps. Puis il faut pas que des volontés politiques. Hein. Il faut aussi mettre les bonnes personnes. Quand tu vois Benny McCarthy avec le Kenya, au Kenya, voilà, il les fait jouer. Il choisit des bons joueurs. Il les fait jouer de façon intéressante. Et ça ressemble un petit peu plus à du ballon que ce qu'on voyait auparavant. Ils n'ont perdu aucun match. Hein. Ouais, exact. Et puis, pour être complet, je vous parlais du demi-fond, mais il y a aussi le rugby du côté du Kenya. Ouais. C'est aussi une discipline importante. C'est des pays qui étaient colonisés par le Royaume-Uni. Je l'ai vu aussi en Ouganda par les Anglais, exactement. Ouais, donc c'est maintenant qu'ils sont en train d'arriver. C'est ça. Mais la Tanzanie, au niveau des clubs, aujourd'hui, elle soutient la comparaison avec les autres nations, les nations d'Afrique du Nord en particulier. Okay. Le Soudan, avec le Hilal Omdurman, soutenait la comparaison aussi, mais un peu moins. Donc il faut se méfier de ces équipes-là. Slim. Bon, le problème du Soudan, c'est que c'est politique, c'est l'instabilité, je pense, qui a pesé. C'est un pays en guerre. Moi, l'année dernière, quand j'étais directeur sportif à Sfax, donc on avait joué un match amical contre le Hilal Omdurman, et c'est un club qui était basé à Tunis. Et ils ont fait le championnat mauritanien. Et ils l'ont gagné. Mais par contre, c'est un club qui est très, très, très réputé en Afrique. Donc, et même maintenant, avec ces conditions-là, ils arrivent quand même à avoir des recrutements. Ils ont pris Regekamp, qui était l'entraîneur de l'Espérance, justement. Et par contre, en Tanzanie, l'engouement, il est incroyable. Donc, pour avoir joué un match... Plus pour les clubs, d'ailleurs, que pour la sélection. C'est assez paradoxal. C'est comme en Tunisie. À la CAF, donc un match de la CAF, et le stade, il était plein, les gens, ils parlaient que de ça, et c'est beau à voir. Ils ont tous le maillot. Le maillot rouge de Simba, le vert de Yanga. L'émission, vas-y. J'ai été justement... Le derby Simba-Yanga, c'est la folie. À titre personnel, c'est une anecdote, mais j'ai juste été en vacances en Tanzanie, du côté de Zanzibar. Évidemment. En fait, c'est plus... Original. Oui, effectivement. Tous les jours, à partir de 15-16 heures, lorsque la température est plus agréable, sur la plage, tout le monde joue au foot avec des maillots de foot de première ligue pour la majorité. Mais c'est vrai que j'ai été choqué justement par cette appétence pour le foot. Et après, j'ai une autre question. Moi, je ne sais pas si on peut placer le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie dans le même chapeau, justement, dans le sens où les moyens financiers de la Tanzanie font qu'aujourd'hui, la Tanzanie a supplanté la République démocratique du Congo, par exemple, où les meilleurs joueurs congolais, on en parlait avec Sébastien Desabre lors du premier podcast, le deuxième podcast de l'After. Les meilleurs joueurs congolais, par exemple, vont aussi en Tanzanie. Et aujourd'hui, vous disiez justement, on a même des joueurs maghrébins qui... Ouais, mais posez-vous la question. Alors, l'histoire des salaires, bien sûr, mais posez-vous la question aussi de l'organisation, de la bonne tenue des compétitions. Tes joueurs congolais, tu as envie de jouer au pays. Enfin, quand je dis congolais, chinois ou ponténégrin ou brassavillois. Quand t'arrêtes le championnat. Mais sauf que ton championnat, il monte, Congo, il n'y a pas de championnat. Voilà, bon, là, c'était clair. Voilà, il y a eu un faux championnat organisé par je crois, le ministère de tutelle à un moment. Ça n'a pas duré.
Mais les Congolais, ben, du coup, effectivement, ils vont, là, on a envie d'eux. Et on a envie d'eux où? En Tanzanie. Les Ivoiriens, ils fuient tous le championnat pour aller où? Parce que les premiers qui sont partis en Tanzanie, ils se sont aperçus qu'il y avait l'argent. Il y a des salaires qui arrivent tous les mois, effectivement. Ouais, de bons salaires. Et, oui. Qu'est-ce C'est bien organisé aussi. Voilà. C'est quoi les salaires? Tu as une idée, Julien, à peu près des salaires qu'on donne notamment On est sur du 5 chiffres pour les bons joueurs. Et surtout, il y a la culture de la prime de la signature où il y a des primes de signature à 6 chiffres. Ouais, puis t'es top star. T'arrives dans le championnat, t'es étranger, t'es ivoirien. Les joueurs de la SEC qui ont fui, ils sont partis là-bas. Comme Zouzoua. Ouais, pas comme Zouzoua, mais même le Burkinabé Stéphane qui est à Wydad maintenant. Ouais, il est parti là-bas, c'était la méga star, quoi. Donc pourquoi aller ailleurs si on veut de toi et on fait de toi une star? Non, mais c'est vrai que toute proportion gardée, pour avoir fait 6 mois au Rwanda, petit pays, mais ils font les choses sérieusement dans l'organisation, dans les conférences de presse. Moi, j'avais 50 journalistes face à moi. Après, dans les conférences de presse post-match au Rwanda, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, proportionnellement, la Tanzanie, ça doit être encore plus fou. Ouais. Et c'est vrai que quand on est joueur, la qualité des infrastructures, désolé, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, j'y ai joué. Il y a l'eau dans toutes les douches, il y a l'électricité. C'est la base. Les joueurs chargent leur téléphone, c'est pas anodin, quoi. Et donc du coup tout ça, puis après il y a une prise en charge, et puis la qualité aussi des infrastructures, ça compte beaucoup. Donc tout ça joue. Et puis vous avez parlé de sabre aussi, ça fait écho avec la phrase de Franck, les bonnes personnes. Pour que ces pays se développent, il faut peut-être aussi choisir les coachs adéquats avec des projets adéquats. Et moi, je pense à la personne qui parle actuellement, à Julien. Vous savez. Je sais que tu l'as pas dit pour toi, Julien. Et moi, je le dis. Non, mais par exemple, j'y pense parce que De Sabre avec l'Ouganda a fait, je crois, un 8e de finale en 2019 à la CAN. Il a rebondi à Pyramids dans la foulée. Il a amené la RDC en demi-finale de la dernière CAN aussi. Il a bien bossé, de toute façon. Il y a aussi des sélections qui coulent parce que il y a pas l'organisation adéquate derrière ou le coaching adéquat derrière. Et puis il y a un autre point justement sur le football tanzanien aujourd'hui, l'influence grandissante aussi auprès de la CAF. Je rappelle que là tu récupères forcément cette Coupe d'Afrique des Nations qui est une première dans cette zone-là depuis 1976 en Éthiopie. Et puis je rappelle que l'African Football League, donc la Super League, le match inaugural s'est disputé aussi en Tanzanie. Les matchs internationaux sur terrain neutre parfois se jouent à Dar es Salaam lorsque ce sont des pays de la région. Donc du côté de la Tanzanie, on est aussi en train de travailler en coulisses. C'est le soft power, tu as raison. Et pour être complet, le président de l'association des clubs africains, c'est le président de Yanga. C'est pas un hasard. Voilà, la CAF a choisi quelqu'un dont elle est proche, donc c'est une influence très importante. Mais les Tunisiens ont intérêt de se méfier parce que vous êtes dans le même groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Ouganda, Tanzanie, Nigeria et Aigle de Carthage, ça va chauffer. C'est pas un cadeau. Non. Mais bon, on est loin encore de ça. Donc si je résume bien, Tanzanie a une longueur d'avance sur ses voisins en Afrique de l'Est. Même plus. Et on espère surtout qu'avec la CAN qui approche dans un peu plus de 2 ans et demi, on va voir ce football est-africain se développer. En qualité de joueur, je pense quand même que c'est Soudan le meilleur pays d'Afrique de l'Est en qualité de joueur. Soudan, le pays d'Afrique. Je suis d'accord, parce qu'ils ont cette capacité à fournir des joueurs assez athlétiques, mais aussi assez techniques. Donc, Puis il y a d'autres facteurs aussi. Les joueurs tanzaniens du cru, du terroir, n'ont pas forcément bonne réputation. Ils font des fois un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire, au lieu de s'entraîner. Ils boivent des trucs qu'ils devraient peut-être pas boire. Ils fument des choses qu'ils devraient peut-être pas fumer. Et il suffit d'interroger. C'est important. Non, bien sûr. Non, mais attends, c'est quelque chose, Julien. Tu sais bien, je raconte pas de conneries. Julien boit beaucoup, il fume beaucoup, on le sait bien. Mais interrogeons les entraîneurs français qui sont passés par le championnat tanzanien. On en connaît quelques-uns. Vous allez les sonder, vous allez voir. Ils s'arrachaient les peu de cheveux qui leur restaient sur le crâne, un peu comme moi, parce que justement, les mecs étaient pas sérieux. Les seuls qui étaient sérieux, c'était leurs joueurs étrangers. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et puis on rappelle. Du coup, Slim. En ce moment, ils ont un attaquant qui a la cote, qui a Yanga. Mzizé, ouais. Et je pense qu'il a été en négociation avec le qui a été découvert par un de tes compatriotes. Nasreddin Nabi, qui est maintenant en Afrique du Sud. C'est lui. Mzizé, maintenant, il y a des offres autour de 1 million pour lui. C'est tout. Et puis, moi j'avais une question, les gars. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre rapidement. Vas-y, Hamza. On a Samata aujourd'hui, international tanzanien, légende du football tanzanien en Ligue 1 du côté du Havre. Je me demande si c'est pas le premier joueur tanzanien en Ligue 1. En Ligue 1, mais pas en France. Ah, t'en as en tête.
Ah oui, avant en fait, avant ce garçon, on a eu il y a 12-13 ans du côté de l'AS Cannes, un certain Shomari Kapombe, qui est juste le vice-capitaine des Taifa Stars de Tanzanie. Ok. Alors à l'époque, c'était quoi, peut-être niveau 3 ou niveau 4 à l'AS Cannes. Mais il a fait une poignée de matchs. Hein. Il n'est pas resté, il était tout jeune. Il est rentré au Bled et il a repris sa carrière là-bas. Et aujourd'hui, c'est un joueur important de l'équipe nationale et de Simba. Samata, qui est effectivement dans l'histoire du football Bonali tanzanien, Samata, c'est un génie. il est au Havre maintenant. C'est le premier joueur tanzanien qui a joué la Ligue des Champions. C'était avec Genk, la saison dernière. Samata. Bon voilà. Vous avez en tête les plus grands joueurs d'Afrique de l'Est, les amis, qui vous viennent? On a parlé de Denis Solièche, qui a un petit peu marqué notamment l'histoire du FC Nantes et de la Victor JOCR. Wanyama aussi, qui a joué à Tottenham en première ligue. Ouais. On a eu un grand attaquant qui est passé par la France, mais bon, vous n'étiez pas nés, messieurs. En 1992, on avait l'avant-centre de l'Ouganda qui s'appelait Majid Moussissi, qui a joué au Stade Rennais. À l'époque, il a beaucoup joué au Stade Rennais ou pas? Ouais, il a joué, il a été vendu ensuite en Turquie, il est mort très jeune, avant l'âge de 40 ans. C'était un gars qui mettait en Ouganda 40 buts. Il est venu, il n'est pas resté trop, parce que la Turquie l'a attiré tout de suite. Et voilà, donc lui, c'était le premier Ougandais vraiment qui a bougé les choses en Europe. Après, ouais, effectivement, il y a Denis Solietch, mais il n'y a pas que lui, il y en avait beaucoup en Angleterre. Peut-être le Burundais de Nice, dont le nom m'échappe. Ndai Chimier. Ndai Chimier, bien sûr. Ouais, quel capitaine de la sélection. Tu sais quoi, Julien? Zintamba. J'allais te remercier et te libérer, mais en fait, tu es tellement bon que tu vas rester avec nous pour la deuxième partie du podcast After Afrique. On est nombreux, c'est dense, hein. On est 5 autour de la table, avec Slim Ben Othman, je rappelle, ancien directeur sportif de la Fédé de football tunisienne, mais également de Sfax, tu l'as rappelé tout à l'heure également. Franck Simon, journaliste indépendant, collabore avec RFI, Canal Plus Afrique, et Hamza Ramani, un spécialiste, et donc Julien Metz, qui est à nos côtés, qui nous dira quels sont ses projets également en fin de podcast. Toi, l'ancien sélectionneur de Djibouti, l'homme qui a ramené le rayon sport à la deuxième place du championnat avant de t'en aller. Tu nous raconteras aussi pourquoi. Alors, autre sujet et éternel sujet dans le podcast After Afrique. C'est pour ça qu'on t'a convoqué, Slim. On t'a appelé, tu as pris l'avion de Tunis, tu es arrivé directement. C'est pas vrai, tu étais à Paris, donc on a profité de ta présence. Celui des binationaux, ce sujet qui tient aussi beaucoup à cœur à Hamza. On voulait en parler cette semaine parce qu'à l'approche des matchs décisifs pour la qualif pour le Mondial 2026, une vague de joueurs européens ont opté pour une sélection du continent africain ou celui de leur origine. Je rappelle que nous avons notamment dans cette liste, on peut commencer avec Ismaël Garbi, que tu connais bien sûr, qui est le dernier en date, milieu de terrain formé au PSG, qui vient de quitter Braga pour Augsbourg en Bundesliga, qui lui a la particularité d'avoir joué pour les moins U17 français, U18 français, puis U18 espagnol également. Puisque sa mère est il a fait les Jeux méditerranéens avec la sélection ibérique. Et il a choisi donc la Tunisie à 21 ans. Est-ce que c'est un joueur que tu as approché quand tu étais à la direction sportive de la Fédé tunisienne et est-ce que tu savais que c'était dans les cartons qu'il allait rejoindre la Tunisie? Ouais, c'est Ismaël, c'est l'un des premiers joueurs que j'ai approché, donc avec Hannibal. Et, dans quelle année? Tu te rappelles, il a 18 ans? C'est en 2020. C'est un joueur, il avait 17 ans. Ouais, c'est un joueur qu'on a invité en Tunisie au mois de juillet 2020, qui est venu passer une semaine de vacances avec sa famille. Et c'était l'occasion de découvrir un peu l'environnement de la sélection, d'échanger, de voir, de découvrir. Et ça a commencé à cette époque-là, donc les premiers contacts. Et au final, ça a duré 5 ans pour qu'il prenne sa décision. Parce que malgré cette visite-là, qu'il vous a rendue, il a continué de jouer avec les U18 français, puis espagnols. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il avait comme suite dans ses idées pour moi, il faut contextualiser les choses. Moi, personnellement, j'étais convaincu et j'étais sûr qu'il allait faire ce choix-là de représenter la Tunisie parce qu'il a cet attachement avec la nation, parce que aussi c'est un joueur qui a beaucoup d'amis dans cette sélection-là. Mais Ismaël, en fait, il attendait le bon moment. Donc c'était une question de timing parce que c'est un compétiteur et il voulait venir en sélection pour directement s'imposer et pouvoir en fait donner un plus. Donc ça, je le comprends. Après, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que sur la dernière année en sélection à la fédération, il y a eu des problèmes administratifs, nous, au niveau de la fédération, qui a retardé un peu donc, la finalisation de certains dossiers dans Ismaël Garbi. Donc aujourd'hui, les gens qui sont là, ils ont continué ce travail et j'espère pour lui qu'il va rajouter un plus pour la sélection. Bon, il y a le cas donc Ismaël Garbi, il y a le cas aussi Hamza Anel El Ainaoui, qu'on a connu à Lens, qui vient de rejoindre la Serie A, à la Roma.
Oui, effectivement, il a changé de nationalité sportive. Il a été convoqué par Walid Regragui pour la première fois de sa carrière. Il a 24 ans. C'était une interrogation justement ces derniers mois, ces dernières années. Il y avait eu un peu des déclarations un peu contradictoires justement qui sont sorties. Là, il rejoint une sélection. Il y a beaucoup de concurrence aussi au milieu de terrain, donc il va devoir gagner sa place, mais ça fait partie des nouveaux visages pour la sélection marocaine. On pense à son père, qu'on salue, Younes El Enaoui, grand joueur de tennis marocain, bien sûr. Et puis donc, il y a ce cas, alors là, qui fait débat en Côte d'Ivoire, un peu caricatural quand on parle de joueurs binationaux. Opportunistes, c'est une question qui se pose aujourd'hui à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Alban Lafont, ancien gardien du FC Nantes, qui fait beaucoup parler parce qu'il a été appelé par Emers Faé, le sélectionneur, pour les 2 matchs de qualif contre le Burundi et le Gabon. Alors, première info, Hamza, on apprend qu'Alban Lafont a des origines ivoiriennes, en fait. Oui, on ne le savait pas. Effectivement, on parlait du Burkina Faso. Il avait rencontré à plusieurs reprises Aristide Bansé, qui était le directeur sportif de la sélection. Il y avait même une photo de lui où il posait avec le maillot de la sélection burkinabèse. On savait que Alban Lafont avait des origines, effectivement, venant du Burkina Faso. Et lorsque l'on découvre la liste d'Emers Faé avec le nom d'Alban Lafont, il y a un petit choc parce qu'on ne s'attendait absolument pas à voir ce nom, parce qu'on était, en tout cas moi, j'ignorais totalement ses origines ivoiriennes qui sont... Montré à son arrière-grand-mère, je crois, c'est ça, la mère de son grand-père maternel qui était ivoirienne. Ça te fait rire, Franck? Ouais, parce que je me dis qu'il a obtenu le passeport ivoirien plus vite que moi. Et il se trouve que mon épouse est ivoirienne. Je suis marié depuis quelques années et je suis donc également éligible à la double nationalité. Mais je vois que lui... pas gardien de haut niveau, Franck, je suis désolé. Je ne suis que gardien amateur, tu as raison. Mais bon, j'ai rendu quand même quelques services. Et toujours est-il que je ne suis pas persuadé que le gamin, il savait que son arrière-grand-mère était d'origine ivoirienne. En revanche, on sait que sa maman, en fait, a été une élue du Parlement burkinabé, qu'elle était ministre également. Ministre. Ouais, ce qui n'est pas rien. Tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que les photos que tu cites, Hamza, on les a tous vues, avec le maillot de l'équipe nationale. Alors après les photos, ça veut tout rien dire. Ouais, après, les Ivoiriens qui ont toujours beaucoup d'humour, et vous le savez bien, disent ouais, mais bon, voilà, nous, on nous a piqué Hervé Kofi, qui est d'origine ivoirienne, qui est parti, qui est le gardien des étalons du Burkina Faso. Ben voilà, nous, on s'est imprêté pour un rendu, quoi, quelque part. Mais ils ont de l'humour, mais aussi une certaine lucidité sur le calme en Lafont. Ouais. C'est très mais partagé. là, ça va bien. C'était parce que là, c'est caricatural, là, faut le dire quand même. Oui, c'est caricatural. Après, c'est pas le seul, évidemment. Mais jusqu'à il y a quelques heures, on se disait il allait être sûr et certain de jouer, sauf que Yaya Fofana voyage. Donc Yaya Fofana qui a été transféré en Turquie, et il est éligible pour jouer les matchs importants, le match contre le Burundi, et puis effectivement celui de Franceville, le déplacement au Gabon. Donc comment expliquer la pertinence de naturaliser rapidement comme ça Alban Lafont, Hamza, ils sont forts administrativement, les Ivoiriens, c'est tout. Tu parlais de Sangaré également, qui est plutôt jeune certes, mais qui a rendu pas mal de service à la sélection. T'avais un 1 et un 2, quoi, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Yaya Fofana, en plus, c'est le gardien champion d'Afrique. Il était titulaire lors de la Coupe. Paraissait inamovible. Mais la question, au-delà de savoir s'il jouera ou s'il jouera pas, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui l'aspect sportif prime surtout lorsque l'on travaille au sein d'une fédération ou lorsque l'on est même joueur? Est-ce que le projet aujourd'hui, est-ce que l'on parle de projet sportif lorsque l'on parle de sélection? Est-ce qu'on choisit une sélection comme on choisirait un club? Est-ce qu'aujourd'hui, si on prend le cas d'Alban Lafont, ça y ressemble quand même. Est-ce que le côté j'ai le choix entre le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire, je vais en Côte d'Ivoire parce qu'effectivement c'est une sélection qui pourrait aller jouer à la Coupe du Monde? Est-ce que tu fixais des limites justement en termes de probité, de conviction, d'attachement au pays, peut-être la langue également, pourquoi pas? Non, moi en fait, on est en train de faire un projet et de mettre en place des arguments. Donc ça, c'est clair. Après, par contre, il faut jouer le jeu. Donc moi, aujourd'hui, je sais que c'est une question de timing. Et je sais que le joueur en question, si demain, il a donc les moyens de réussir avec une autre nation, il peut opter pour cette nation. Donc aujourd'hui, moi, je l'ai dit aux joueurs, le fait d'avoir 2 ou 3 nationalités, ça en enlève. Le fait de choisir la Tunisie, ça enlève en rien le fait que vous appartenez ou que vous êtes d'origine française ou autre. C'est juste un choix, ça reste un choix sportif. Donc il faut accepter. Et là, par exemple, ce qui arrive maintenant, c'est que même les pays maghrébins, ils souffrent de cette vague. Parce qu'aujourd'hui, on a des pays du Golfe qui veulent naturaliser des joueurs.
Donc, c'est Ce qui se passe avec les pays du Golfe, très, très rapidement, ils recrutent très jeunes des joueurs du Maghreb pour, après quelques mois ou d'Afrique subsaharienne. Exactement, leur donner la nationalité. On a le cas par exemple d'Adel Boulbina, qui était le meilleur buteur du championnat algérien, qui se retrouve aujourd'hui dans le club entraîné justement par Jamel Belmadi. Il n'a pas été convoqué par la sélection, toujours pas, et on craint en Algérie qu'il devienne naturalisé qatari. Pour moi, du moment qu'on vient chercher des joueurs qui sont formés en Europe et donc qui ont fait toute leur classe ici, donc aujourd'hui, il faut accepter le jeu. Il faut juste essayer de protéger au max ces joueurs, de leur donner la chance. Mais je pense qu'aujourd'hui, les nations, ils voient en ça une opportunité, ils ne vont pas s'en priver. Est-ce que tu as connu des cas de joueurs nés en Europe, en France par exemple, qui arrivent en sélection tunisienne et qui ont du mal à s'intégrer pour diverses raisons. On en a parlé pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il y avait parfois quelques petites tensions dans le vestiaire ivoirien entre ceux qui ne voulaient pas se prêter à la culture ivoirienne parce qu'ils n'étaient jamais allés en Côte d'Ivoire tout simplement, qui ne parlaient pas forcément les langues locales. Est-ce que toi, tu as connu ce genre de difficultés-là ou c'est des joueurs qui n'ont pas été intégrés parce qu'effectivement, ils n'avaient pas d'effort? Ouais, nous, franchement, l'avantage qu'on a, c'est que pratiquement 80% de l'effectif, c'est des binationaux. Donc aujourd'hui, il y a des cultures différentes. On a des binationaux de France, de Norvège, de Danemark, de Suède, de Pays-Bas, donc de partout. Donc ce qui fait qu'au final, j'ai envie de dire, ils sont obligés de s'adapter entre eux. Mais nous, on était là, en fait. Une partie de mes tâches, c'était aussi de faciliter cette adaptation aux joueurs. Et honnêtement, l'environnement en général, il était propice à une bonne adaptation. Mais par contre, ça diffère. Aujourd'hui, par exemple, il y a un joueur, Sébastien Tonekti, qui vient de signer au Celtic d'ailleurs. C'est un joueur, quand il est arrivé en Tunisie, déjà il s'appelle Sébastien, il n'a pas un nom arabe, il ne parle pas un mot arabe. Et il était très jeune, il a fait un choix très très jeune. Donc je pense que s'il n'avait pas fait ce choix il y a 4 ans, je pense qu'il serait éligible pour le Norvège facilement avec la carrière qu'il est en train de faire. Mais en fait, il faut se donner les moyens, il faut se dire que c'est pas facile, que c'est pas des joueurs qui vont te donner directement ou immédiatement. Donc il faut être vraiment, il faut être patient. Il faut arriver à les convaincre qu'ils ont fait le bon choix. Exactement. Les intégrer dans un collectif, une ambiance différente peut-être aussi. Bien sûr. Pour moi, un choix et un accueil différent. Un choix de sélection, c'est comme... Le plus tôt est le mieux. Et le plus tôt est le mieux. Et le plus tôt est le mieux parce qu'on accumule de l'expérience. En fait, c'est ça qui est... Mais pas que sur le terrain. Ouais. Je te rejoins sur l'aspect culturel si important. C'est pour ça que les Marocains, ils ont pris un temps d'avance fabuleux. Depuis des années, ils vont chercher des garçons, ils les invitent pour des tournois. Ils ont 15-16 ans, on leur donne tout l'équipement, ils viennent faire un tournoi amical. Et puis le moment venu, quand il s'agit de faire un choix pour disputer une compétition éliminatoire à une CAN U17 ou une CAN U20, ils se disent on est considérés. On est pris comme des Marocains, de l'extérieur, certes de la diaspora, mais nous sommes avant tout Marocains. Je suis tunisien, mais je suis tunisien de la diaspora. Ça veut dire quoi ? Tu fais des efforts, tu apprends la langue, tu apprends le darija pour les Marocains, tu apprends le dialecte tunisien, tu apprends l'hymne national, je sais pas, tu t'intéresses. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans ton assiette, mais il y a également tout ce qu'il y a autour. Et quand tu t'intéresses à un pays, moi j'espère qu'Alban Lafont, le moment venu, s'il doit jouer un des 2 matchs, il va chanter l'hymne national. Voilà, par exemple, c'est important de s'imprégner des aspects culturels. Après, c'est un sujet complexe, désolé, pour l'avoir vécu un petit peu avec deux pays différents, avec Djibouti puis avec le Congo, puisque là, au mois de juin, je me suis occupé des U20 du Congo pour le tournoi de Toulon, mais c'était une sélection non officielle par une association, donc j'avais que des binationaux en fait, je pouvais prendre que des Congolais qui évoluent en Europe et il y en a beaucoup qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit oui. C'est tout un tas d'arguments. L'aspect culturel, c'est vrai, et affectif est important, mais quand on s'adresse à des professionnels, il faut qu'ils soient rassurés sur le cadre professionnel, l'environnement. Et moi j'avais par exemple beaucoup insisté sur l'aspect médical, le staff médical, le matériel médical pour que les gamins ne repartent pas avec des blessures. Et à Djibouti, j'avais eu le cas d'un joueur très très bon qui était éligible, qui jouait en D1 turc. Et son agent lui avait dit si tu vas jouer pour Djibouti, on ne prolonge pas ton contrat, je te laisse, etc. Donc, et c'était par rapport aux qualités des déplacements. Pour lui, c'était une petite sélection, donc il allait faire des vols avec escale,
des choses auxquelles on pense pas au départ. On est toujours sur c'est l'affectif, viens jouer pour le pays de tes parents, mais après il y a un environnement, ça peut être parfois le club, on le voit avec les fameuses blessures diplomatiques, le joueur ou l'entourage du joueur qui pense à sa carrière sportive d'abord. Ça, on n'en parle pas assez souvent, mais ça fait partie des arguments. Ce que dit Julien, c'est capital parce que faire une carrière internationale de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans lorsque tu es international africain et que tu joues en Europe, par exemple, ça veut dire que chaque trêve internationale, donc potentiellement chaque mois, tu as des déplacements de 10 000 km, 12 000 km, 15 000 km sur une trêve internationale. Donc, la motivation sportive, tu peux l'avoir effectivement au début, mais il faut réussir à la garder sur une durée quand même qui représente l'intégralité de ta carrière. Et quand tu as des joueurs qui effectivement ont des blessures diplomatiques ou refusent à un moment ou mettent en pause la sélection internationale alors qu'eux-mêmes sont arrivés sur le tard sur des choix où tu te poses des questions, ben forcément la motivation, peut-être que tu viens pas au départ pour les bonnes raisons. Ils viennent avec des standards européens, d'infrastructure également, de confort de footballeurs de très haut niveau. Ouais. Tout à l'heure, Julien parlait d'électricité, de chargement de téléphone portable. Bon, au sein des sélections, maintenant, on a des moyens. Mais c'est les déplacements, les retards d'avion, les primes qui mais ça vaut. Vous avez par exemple un exemple phare pour moi, c'est la suspension de Sékou Koïta avec le Mali parce que le médecin de l'équipe nationale du Mali lui fait prendre un truc qui en fait est un dopant. C'est ça. Ouais. Non, mais nous, ce qu'on a essayé de faire en sélection, et ce que aussi le Maroc le fait très bien, c'est qu'aujourd'hui, on a mis un standing il ne faut pas y aller en dessous. Donc aujourd'hui, c'est des joueurs qu'on attire qui jouent qui sont dans des championnats, dans des grands clubs. Donc aujourd'hui, il y a le minimum, j'ai envie de dire, au niveau des infrastructures, au niveau des déplacements, donc qu'il faut mettre en place. Et surtout, le plus important, si on veut vraiment convaincre, c'est de prendre le contact très tôt. Donc c'est ça qui facilite plus tard. Oui, puis il faut une communication claire et transparente avec le club. Moi, je me souviens avoir parlé avec les adjoints de Paulo Sousa quand il était sélectionneur. Et les préparateurs physiques, c'est eux le plus galère parce qu'ils ont 23 joueurs, 23 préparateurs physiques, 23 habitudes différentes. Et il faut être transparent avec tout le monde. Et en termes de prise de données, de data, de transparence, c'est très important. Ils ont des routines de récupération, des routines post- et pré-match qui ne veulent pas voir différencier parce qu'après, mentalement, ça peut jouer. Ça explique aussi parfois pourquoi certains sont très performants dans leur club en Europe. Ils devraient surnager en sélection, ils ne le sont pas parce que parfois, il y a peut-être des craintes et mentalement, on n'est pas très à l'aise parce que on a un peu peur, on n'est pas rassuré sur des données qui nous dépassent, nous, quand on est simple spectateur, quoi. Et le cas typique aujourd'hui, c'est Iñaki Williams, par exemple, qui a une carrière quand même importante à l'Athletic Club en Espagne, dans un grand club espagnol. Il arrive sur le tard en sélection ghanéenne et au Ghana, ça ne marche pas. Ah oui. Ouais, et les exemples, ils sont nombreux. C'est pour nombreux, ça. Mais les joueurs qui viennent du bled, on peut remonter, je ne vais pas remonter aux années 80, mais quand un joueur a été formé au bled, quand je dis formé, quand il a débuté dans les clubs au bled, quand on lui disait tu vas en équipe nationale, il ne posait pas de conditions. Aujourd'hui, ils posent des conditions, mais ce n'est pas seulement pour eux. C'est aussi pour justement ces fameux binationaux qui sont habitués à travailler dans ces... C'est-à-dire, précise. Quel genre de conditions ? Que tout soit professionnel dans l'organisation. Même le joueur local. Le joueur local, surtout s'il hérite du brassard pas par expérience, parce que il va écouter les camarades qui sont autour, qui viennent pour la première fois. Ils vont dire ouais d'accord, qu'est-ce que t'en penses, grand frère? Il dit écoute, moi j'y vais comme ça, j'y vais les deux pieds en avant. Ouais, mais toi, est-ce que t'es convaincu? Je suis pas sûr. Tu crois qu'effectivement sur le plan médical, sur le plan de l'organisation du stage, le voyage, est-ce que tout sera fait pour nous? Ils ont besoin d'être rassurés. Mais les joueurs locaux, ceux qui sont nés au pays, ceux qui ont commencé à jouer dans les catégories de jeunes, pendant longtemps, ils ne se posaient pas la question. Ils payaient même avec leur propre denier les billets pour aller jouer. On est sûr que c'est fini, ça ? On est sûr que c'est fini ? Il y en a encore qui ont... Non, mais au-delà... Non, mais tu as compris ce que je veux dire. C'est pas seulement parce qu'il y a une défection des autorités. C'est que aussi, quand il y avait ce problème-là, ça ne les dérangeait pas de faire l'effort. Il faut interroger tous les grands, tous ceux qui ont maintenant plus de 50 ans. Ils vont le dire. Ils vont le dire sans honte du tout. Ils y allaient parce que c'était l'appel du pays. On les attendait pour aider leur pays. Aujourd'hui, les petits gars, les petits jeunes, il faut plus que ça. Il faut du professionnalisme, tout simplement. Après, il faut être honnête. C'est-à-dire que les joueurs, ils savent très bien ce que peut leur apporter une sélection. Donc aujourd'hui... en termes d'exposition. Exactement. On va pas se cacher. Donc aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant. C'est clair. Donc c'est pour ça que, pour revenir au choix, par exemple, d'Alban Lafont, ou pour revenir au choix d'autres joueurs, ces joueurs-là, ils sont prêts à faire des efforts et ils sont prêts peut-être même
à ne pas faire attention à quelques détails importants parce qu'ils savent que derrière, le fait de jouer en sélection ou de jouer une coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde, ça va leur rapporter dans leur carrière. Et ça les agents, ils sont conscients. T'as raison, mais à condition de participer aussi aux campagnes de qualification. Exactement. Ouais, parce que les parachutés, ça va un moment quand même. On même. a souvent parlé avec Hamza de Seko Fofana, qui a posé souci au sein de la sélection ivoirienne. Ou Kevin Prince Boateng, on aussi. en parlait effectivement. Monsieur, je viens que pour les CAN et pour les Coupes du Monde, mais je ne fais pas les éliminatoires. Exactement. Avec le Ghana. Alors, donnée intéressante également, quel est selon vous d'ailleurs le champion africain des binationaux ? Ça veut dire quoi, le champion? Qui est le plus, de joueurs voilà. Ça va pas se jouer à beaucoup de différences entre l'Algérie, le Sénégal, le Mali, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Sur la CAN 2019, j'ai les chiffres sous les yeux. Moi. Ah, vas-y, Julien. Sur la CAN 2019, le Maroc, c'est 87% de binationaux. D'accord. Le Maroc devant la Guinée-Bissau, 74% de binationaux. Et l'Algérie, 60% de binationaux. C'est la CAN 2019. On rappelle parce que je l'ai sous les yeux. La CAN 2019, l'Algérie qui la gagne, dans l'équipe type, c'est du 50-50. Ouais, non, mais là, je suis sur les 23. Et par exemple, l'Égypte, c'est 0% de binationaux. La Tanzanie, c'est 4%. Parce que le championnat est fort. J'imagine, entre autres. Mais c'est culturel aussi. C'est culturel, c'est historique du pays. C'est culturel parce qu'aujourd'hui, l'Égypte, quand ils ont réussi à gagner les CAN et quand ils ont fait cette série incroyable, ils se sont toujours appuyés sur les joueurs locaux. Et donc, c'est quelques expatriés. Dans la continuité, donc ça a toujours été ça. Aujourd'hui, je ne vois pas la fédération égyptienne essayer de... Là, tu sais, la réponse, elle est dans l'hymne de l'Égypte. Biladi, Biladi. Le pays, mon pays. Voilà, on prend les garçons du terroir. Et si tu as un gars, par hasard, un Égyptien qui est de la diaspora, il va falloir qu'il fasse drôlement ses preuves. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode à prendre. Non, non plus. C'est un manque à gagner. Bon, beaucoup de binationaux dans les pays francophones, on l'a cité à l'instant. Ça, ouais. En revanche, Julien, ce qu'on constate également, c'est qu'on parlait de l'Afrique de l'Est et l'Afrique anglophone. Là, on s'appuie uniquement sur les joueurs locaux. Principalement, ouais. Si je reprends la CAN 2019, là, le top 5 des pays qui ont le plus de binationaux, c'est Maroc, Guinée-Bissau, Algérie, Guinée, Sénégal. Le top 5 de ceux qui en ont le moins, c'est Égypte, Tanzanie, Namibie, Kenya, Afrique du Sud. Donc c'est assez parlant, même si c'est un raccourci. Mais... C'est là aussi culturel. Bien sûr, c'est culturel. Oui. C'est les anciennes colonies. Le Royaume-Uni n'avait pas le même rapport avec ses colonies que la France. Voilà, tout ça, on fait de l'histoire. Ce qui est important, c'est ce qu'on n'a pas cité par rapport à l'Égypte, c'est que les joueurs égyptiens, ils n'ont pas cette culture de vouloir aller jouer en Europe. Oui, c'est vrai. Donc, quand tu as le meilleur championnat africain aussi, si tu as un salaire de Al-Ahly ou Zamalek, je ne sais pas où tu peux l'avoir en Europe. C'est le golf, ou l'Égypte. Est-ce que les salaires de Al-Ahly et Zamalek rivalisent avec un bon salaire? Non, c'est l'équivalent d'un top 6 en Ligue 1, si on met le PSG de côté. Trezeguet est revenu en Égypte, il a signé où? Ahly. Zizou, il a quitté Zamalek pour aller où? Ahly, voilà. Et on prend des joueurs européens pour aller où? Des Tunisiens, Ben Ramdan. Attention, il refuse même des offres. Il y a l'ailier de pyramide, là, Ibrahim Mali, je crois que c'est ça son nom. Ibrahim Adel. Offre sérieuse de l'Espagne l'été dernier, pas cet été-là. Refusé par le club, pas besoin. Ils ont des ressources financières et tu restes. Le défenseur de Nice, Abdelmanam, qui signe à Nice, il fait un effort financier pour signer à Nice. C'est incroyable. Bien sûr, parce qu'Al-Ahly, il lui propose plus. Après, il avait peut-être tout vécu à son jeune âge, sauf une Coupe du Monde. Envie de conquérir l'Europe, peut-être en passant par Nice dans un premier temps, possiblement aussi. Les gars, mais c'est vrai, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui le joueur égyptien, et depuis des années maintenant, lorsqu'il doit ou lorsqu'il veut quitter, il ne doit pas, mais lorsqu'il veut quitter l'Égypte, c'est pour un top club en Europe, dans un grand championnat. Il ne va pas aller dans un club mineur ou même un grand championnat, mais un club de seconde partie. Mais cette tendance, moi, pour avoir un peu suivi le mouvement des joueurs et un peu pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, donc les jeunes, les mentalités, elles sont en train de changer. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus de problème à aller, par exemple, jouer au golf en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats, très jeunes. Jouer dans le golf, parce que le golf, ce sera encore différent. Le golf persique, le golf persique avec un E.
Voilà. Bon, voilà pour ce sujet des binationaux. On va suivre surtout les premiers pas de ces joueurs. Alban Lafont, s'il débute déjà avec la Côte d'Ivoire contre le Burundi, je crois. C'est ça le premier match, de qualif pour le mondial, journée 7. Justement, on en parle avec toi, Hamza. C'est parti de tes infos cette semaine dans le podcast After Afrique. Commençons par les points chauds, justement, des matchs de qualif. Oui, effectivement. Alors, le groupe D, RDC, Sénégal, Soudan, 3 pays en un point. Les Lions qui jouent leur qualification en ce mois de septembre. Le Sénégal accueille d'abord le Soudan vendredi 21h avant de se déplacer dans l'un des stades les plus intimidants, le stade des Martyrs en République démocratique du Congo, match mardi à 18h. Et d'ailleurs, ce sera sans Ismaïla Sarr, touché à l'ischio. Groupe D, ce sera aussi mardi à 18h. Le Cameroun se déplacera au Cap-Vert. Pour l'instant, 1 point à l'avantage des requins bleus. Même scénario pour la poule F. Mardi 21h, Gabon, Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique qui ne comptent qu'un point d'avance avant cette 7e journée, puisque le Gabon vient de gagner. Ils devront éviter la défaite à Franceville. Et puis enfin, le groupe I, le rêve des Sélacantes, toujours les Comores, 2e à 3 points du Ghana qui joue très gros. Mali-Comores ce jeudi à 21h, suivi de Centrafrique-Comores dimanche à 18h. 2 victoires pour les hommes de Stéphano Cousine et tout se jouera en octobre au Ghana. On aura à minima 9 sélections à la Coupe du Monde 2026, voire 10. Parcours du combattant, mais c'est possible. Pour y arriver. Il y aura quand même de la casse, ça n'a pas empêché. On peut avoir Cameroun-Sénégal qui passe à la trappe, effectivement. Côte d'Ivoire aussi. On va suivre ça. La Guinée n'y sera pas. La Guinée n'y sera pas. Ouais, le Nigeria, ça paraît plus que compromis. Ouais. Bon, la Tunisie, en revanche, Slim, on est bien parti. Très bien lancé. Libéria à venir, plus Guinée équatoriale. Attention, Guinée équatoriale, bien sûr. Vous avez 16 points, vous êtes leader devant la Namibie. Ouais, on a la chance de finaliser la qualification dès le mois de septembre. Donc j'espère que les joueurs ils vont faire le boulot parce qu'on en a besoin, surtout même financièrement au niveau de la fédération. Je pense qu'aujourd'hui, cette qualification elle est très très importante pour le football tunisien. Pourquoi plus maintenant qu'il y a 4 ans, par exemple? Ouais, parce qu'il y a eu, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu des problèmes un peu administratifs. Ouais, et donc il y a un nouveau bureau, il y a un déficit financier qui s'est créé sur les 2 dernières années. Et on sait très bien que ce qui peut équilibrer les comptes, c'est une qualification à la Coupe du Monde. Parce qu'il faut bien le préciser, la Tunisie aujourd'hui, les revenus proviennent essentiellement de ces participations-là, et c'est pas par exemple comme le Maroc ou l'Algérie où l'État il injecte beaucoup de moyens. Bon, quand tu parles de problème administratif, moi je me permets de préciser que l'ancien président de la fédération tunisienne est en prison encore aujourd'hui. Voilà. Les grosses infos mercato des principaux joueurs africains, Hamza. Très rapidement, Yohan Wissa a gagné son bras de fer, direction Newcastle, un transfert validé à 30 secondes de la fin officielle du mercato selon Sky Sport. Formose Mendy débarque en Angleterre, le défenseur sénégalais prêté à Watford, il jouait du côté de Lorient. Et puis enfin, toujours l'Angleterre, Bertrand Traoré quitte l'Ajax puisque l'ailier burkinabé signe à Sunderland. Les Black Cats qui comptent 7 joueurs internationaux africains. Bon courage pour la Coupe d'Afrique et je serai très vigilant justement sur les déclarations avant la CAN venues d'Angleterre et de Sunderland. Ouais. Tu voulais dire un mot? Comme d'hab, la part des clubs de Première Ligue, ils vont encore se faire tirer les oreilles, mais tant mieux, c'est bien. Qu'ils continuent comme ça, ils nous énervent bien, ils nous fâchent bien. J'espère que les joueurs, ils feront le nécessaire, et surtout que les fédérations... Pour jouer la CAN. Mais bien sûr, voilà, c'est un droit, c'est inscrit dans le calendrier FIFA. Pourquoi est-ce qu'on les emmerde? Pourquoi? Ce qui est sûr, c'est que cette CAN, elle a déjà affecté le mercato, parce qu'il y a des clubs qui ont fait des choix par rapport à ça. Donc ça, on le dit pas, mais aujourd'hui... Je sais que des clubs laissent tomber des deals parce que les joueurs vont participer à la CAN. 21 décembre, début de la CAN, jusqu'au 17 janvier. Ce sera pendant les fêtes pour nos joueurs africains de Ligue 1 qui vont manquer, je crois, qu'une journée de Ligue 1, un tour de Coupe de France. Une journée de Ligue 1, 2 tours de Coupe de France et potentiellement 2 journées de Ligue 1 pour ceux qui seront demi-finalistes. Il y aura la petite finale et la finale le même week-end qu'une journée de Ligue 1. C'est terminé pour ce podcast After Afrique. Franck Simon, merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Steve, toi aussi, c'est ta 2e déjà à nos côtés. On viendra te voir en Tunisie, bien sûr. Merci Julien Metz. Julien, on te retrouve quand sur un banc? Je sais pas, on verra ça. Je suis pas hyper pressé. On passe les diplômes tranquillement pour l'instant? Ouais, exactement. Le BEPF. Hamza, merci. Vous retrouverez au prochain épisode Gilbert Brébois. Puis moi, j'espère vous retrouver pour parler du nouveau Ballon d'Or, tout court. Achraf Hakimi. C'est le Ballon d'Or qui sera connu le 22 septembre prochain. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Bye bye. Merci. RMC After Afrique.